OnlyFans. Rien que le nom, ça évoque tout un tas de choses, pas vrai? Des images, des idées, souvent celles d'argent facile, de corps mis en scène. Mais si on regarde au-delà des gros titres, c'est quoi le vrai modèle économique de cette plateforme? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les phénomènes pour voir ce qui se cache vraiment derrière la promesse. Alors, on va commencer par un chiffre qui donne un peu le vertige. 43 millions de dollars. C'est ce qu'une seule créatrice de 18 ans aurait empoché en une seule année. Que ce chiffre soit exact à la virgule près ou pas, il symbolise parfaitement la promesse d'OnlyFans. Une richesse quasi illimitée, accessible en quelques clics. Mais voilà, derrière cette promesse dorée se cache une réalité bien plus nuancée. Alors, la question qu'on va se poser est la suivante. Est-ce qu'on est face au job d'appoint ultime, une révolution pour l'entrepreneuriat, ou est-ce qu'on assiste à une catastrophe sociale qui se prépare doucement? C'est le fil rouge de notre analyse. D'accord? D'abord, plongeons dans ce qu'on voit tous. La partie visible de l'iceberg. Le glamour, le succès et des chiffres qui font vraiment tourner la tête. Et il faut le dire, les chiffres sont délirants. En 2024, OnlyFans, c'est 8 milliards de dollars de revenus bruts, alors que c'était 1,3 milliard l'année d'avant. Plus de 300 millions d'utilisateurs, presque 500 millions de visites chaque mois. Pour vous donner une idée, on parle d'un trafic qui rivalise avec des géants comme Netflix. C'est énorme. Et ce discours, il est porté par des créatrices devenues de vraies stars, comme Amourance, qui annonce gagner plus d'1,5 million par mois. Le message qu'elles envoient est clair, ici, c'est l'indépendance, le pouvoir, la reprise de contrôle sur son image. Mais au fond, quel est le vrai produit qu'on vend? Bon, maintenant on va passer sous la surface. Parce que le business model d'OnlyFans, il est bien plus subtil que de simplement vendre des photos. Prenons un exemple typique. Appelons notre créatrice Anaïs. Elle ne commence pas sur OnlyFans, pas du tout. D'abord, elle va créer du buzz sur TikTok, sur Instagram, avec du contenu un peu aguicheur. Ensuite, elle va attirer son public vers un groupe plus privé, sur Telegram par exemple, pour chauffer sa communauté. Et c'est seulement après qu'elle convertit ses fans en abonnés payants sur sa page OnlyFans. C'est là que le vrai business commence. Et voilà, on arrive au cœur du réacteur. Le vrai argent, il n'est pas dans l'abonnement à 10 € par mois, non. Il est dans la vente de l'illusion d'une connexion personnelle. Ce qui se vend vraiment, c'est le sentiment d'exclusivité. Les abonnés payent pour des messages privés, des vidéos personnalisées, pour avoir l'impression d'avoir un lien spécial, unique, avec la créatrice. Sauf que ce fantasme d'une relation directe, ça pose une question assez logique, non? Comment une créatrice qui a des milliers d'abonnés peut-elle gérer personnellement chaque conversation? La réponse, elle, révèle une industrie complètement invisible. En réalité, derrière énormément de comptes à succès, il y a des agences spécialisées, des ghostwriters, des petites mains qui répondent aux messages jour et nuit pour entretenir cette fameuse illusion d'intimité. Et au passage, elles prennent une commission énorme qui peut monter jusqu'à 60% des gains de la créatrice. Le lien personnel, en fait, c'est un service client optimisé pour le rendement. Cette structure, forcément, ça met une pression immense sur les créatrices. Ce qui nous amène à une facette beaucoup plus sombre du phénomène, une surenchère permanente vers des contenus toujours plus extrêmes. Le truc qu'il faut absolument comprendre, c'est qu'OnlyFans ne met personne en avant. Il n'y a pas d'algorithme qui va vous découvrir. C'est aux créatrices de faire leur propre pub. Et pour ça, elles doivent faire le buzz ailleurs, sur TikTok, sur X, sur Instagram. Et pour exister dans ce bruit permanent, il faut être de plus en plus visible et donc souvent de plus en plus choquant. Cette course à l'attention, elle suit une trajectoire qu'on observe souvent. On commence avec des photos sexy, puis on passe à des vidéos plus explicites. Ensuite viennent les défis en direct demandés par les abonnés. Et pour certaines, ça mène à des événements promotionnels complètement fous, conçus pour être le plus extrême possible. Des exemples concrets et assez choquants illustrent bien cette course vers le fond. On a vu des créatrices comme Lily Phillips ou Bonnie Blue se lancer dans une espèce de compétition pour établir des records du nombre de partenaires sexuels en quelques heures. Le tout bien sûr filmé et monétisé. Là, on n'est plus dans le contenu, on est dans l'événementiel marketing de l'extrême. Bon, on a parlé des histoires spectaculaires, mais pour l'immense majorité de celles qui se lancent dans l'aventure, quelle est la réalité, financièrement et personnellement? Les chiffres sont sans appel, et ils montrent une inégalité massive. Le top 1% des créateurs, une toute petite élite, récupère un tiers de tout l'argent qui circule. Le top 10% en capte les 3/4, ce qui veut dire que pour les 90% restants, il ne reste que des miettes du gâteau. L'idée que tout le monde peut devenir millionnaire est un mythe total. Et ces miettes, ça représente combien? En réalité, le revenu mensuel médian sur OnlyFans, c'est ça, environ 150 $. On est très très loin des millions affichés par les têtes d'affiche. Pour beaucoup, le sacrifice de l'intimité n'est même pas rentable. Et puis, il y a le coût qui ne se chiffre pas. L'histoire de l'ex-influenceuse Polska est très parlante. Au-delà de l'argent, il y a la réputation, l'impact sur la famille et surtout une empreinte numérique qui, elle, est permanente. Elle explique devoir payer 500 € par mois à vie, juste pour essayer de faire supprimer les contenus qui fuitent partout sur Internet. D'accord.
Changeons un peu de perspective maintenant, parce que l'impact de ce système, il ne se limite pas aux créatrices. Il concerne aussi très profondément ceux qui consomment ce contenu. Il y a une statistique qui circule et qui est assez frappante. Jusqu'à 89% des utilisateurs seraient des hommes mariés. Ce chiffre, il soulève de vraies questions. Quels besoins est-ce que la plateforme vient combler? Qu'est-ce que les abonnés recherchent vraiment derrière leur écran? Les conséquences pour les consommateurs peuvent être dévastatrices. Bien sûr, il y a la ruine financière, on a des cas documentés de personnes ayant dépensé des fortunes. Mais il y a aussi une forme d'addiction. Ce fantasme parfait, sur mesure, toujours disponible, il peut rendre le monde réel, avec ses imperfections, fade, trop compliqué. À force d'interagir avec une intimité payante et calibrée, la valeur de la vraie relation, celle qui demande des efforts, peut s'éroder. Au final, on se retrouve face à un piège psychologique qui enferme tout le monde. Les créatrices sont dans une course folle à la richesse et à la validation. Les abonnés, eux, cherchent une connexion, même si elle est illusoire. C'est une boucle addictive, alimentée par des shoots de dopamine, où les vrais gagnants sont finalement très rares. Et tout ça nous laisse avec une question fondamentale, et peut-être un peu vertigineuse. Quand nos besoins humains les plus profonds, l'intimité, le désir de connexion, le besoin d'être vu, sont transformés en produits qu'on optimise pour le profit, quel est le coût final pour tout le monde ?